Pierre Zimmermann, vous êtes le concepteur de ce salon à Bondy du livre, la 15e je crois. Oui, tout à fait, oui. Pouvez-vous nous parler un peu de cette année? C'est une année un petit peu exceptionnelle parce qu'on a eu beaucoup de neige pour le préparer, mais tout va bien maintenant. On a 158 auteurs qui sont là tous présents et les échanges et les rencontres se passent de façon divine. Vous avez donc des grands noms tels que Fugain? Oui, on a Fugain, il y a Michel Cam, bien évidemment, on a Jean-Loup Sifflet, on a des tas de gens, il y a les 158, je ne peux pas vous les citer, mais il y a Valérie du Hong Kong, par exemple, qui marche très fort en librairie actuellement. Beaucoup de samitards qui viennent grâce à l'Organisation internationale de la francophonie, beaucoup d'auteurs de qualité. Ce matin, vous aviez une personnalité de francophonie? On avait quelqu'un qui venait de l'Organisation internationale de la francophonie pour faire l'inauguration du salon, oui. Vous nous rappelez son nom? Madame Koulibaly Leroy. Monsieur Zimmermann, merci beaucoup et puis très bon salon. Merci beaucoup. Chantal Abraham, bonjour, votre présence dans ce contexte du salon du livre à Bondy. Bonjour, alors ma présence, tout simplement, c'est un salon très complet. Tous les genres littéraires y sont représentés, notamment la poésie. Oh, parlons de poésie, au juste. Est-ce qu'on aurait l'honneur d'avoir une de vos poésies? Avec plaisir, et une poésie plutôt bien de chez nous. Le temps qui fait. Je sais pas si t'as déjà remarqué qu'un se plaint tout dit du temps qui fait. À peine qu'il n'y a plus trop goutte d'eau qu'un se plaint de la planète, des crapiots, puis de le météo. De Saint-Médard, Sainte-Marthe ou de Saint-Barnabé, lequel est responsable de la rivière qui a débordé? Mais aussitôt qu'il fait trop chaud, un je plains sitôt qu'un a besoin d'eau et qu'on va encore payer les choux, les patates et puis les navets. Te vaut. Mais j'aime pas le neige, le brume, le givre, puis les frimas. Mais je trouve qu'il y a plein de beauté puis de poésie d'Atoucha. Mais Katanda, tout le monde y râle. Il n'y a plus personne qui a le moral. Et chienne parle au puits de le pluie puis du biotan. Qui qu'a pour dire du mal tout le temps? Peut-être pas qu'a pour critiquer. Je qui se plaît tout dit du temps qu'il fait. Eh bien Chantal, merci beaucoup et à très bientôt, j'espère, pour une autre poésie. À bientôt. Christian Delcambre, bonjour. Bonjour. Qui dit Christian Delcambre dit Pour Parler Édition. C'est quoi, c'est qui? Pour Parler Édition donc, est une société d'édition de livres, principalement de beaux livres, mais nous avons fait également donc, des bandes dessinées, c'est la 3e maintenant. La première étant parue donc, en 2007, elle a fait un record de vente à 14 000 exemplaires, quand on sait qu'une BD sur toute la France qui se vend à 3 500 exemplaires, les illustrateurs sont déjà contents. Donc Ollier, qui vient de réaliser la bande dessinée donc, numéro 3, Le secret du hérisson, est très, très satisfait donc, des résultats de ce personnage du Nord, Bilout, qui à chaque fois raconte une histoire différente dans chaque BD. Donc nous avons le plaisir aujourd'hui d'avoir dans le contexte du Salon du Livre à Bondy, l'auteur. Le créateur. L'auteur Ollier, le scénariste et puis le dessinateur, l'illustrateur de la BD, oui. Alors, cher ami, comment arrive-t-on à créer un livre? Il faut beaucoup de travail déjà, parce que pour une bande dessinée comme ça peut prendre de 8 mois à 1 an. Et donc c'est beaucoup de travail et puis beaucoup d'abnégation aussi, mais la plupart du temps c'est beaucoup de plaisir. Alors, le nom de votre personnage? Alors c'est Bilout, c'est un petit personnage qui représente un petit peu toutes les qualités des gens du Nord. Alors, donc c'est votre 3e édition? C'est le 3e album, oui, mais c'est la 4e édition en fait, puisque le premier a été retiré. Il y a eu 2 éditions du premier. Alors, qu'est-ce qu'on y trouve dans la dernière édition? Que fait Bilout? Alors, Bilout se délocalise un petit peu vers la côte du côté de Dunkerque, Coudekerque, etc. Et il visite un petit peu cet environnement qui est un petit peu étrange pour lui, parce que lui, il vient de l'intérieur et du pays minier. Donc pour lui, c'est une découverte et on découvre à travers ses yeux tout ce qui fait la richesse de cet environnement côtier de notre. C'est une BD qui est ouverte à tout le monde? Oui, bien sûr, elle est en français.
parce que les 2 tomes précédents étaient en ch'ti, en picard, et celle-là est entièrement en français, et bien sûr qu'elle est accessible à tout le monde, les petits, les grands, les moyens aussi. Voilà, donc cette 3e édition, on la retrouve dans toutes les bonnes librairies. Oui, dans toutes les bonnes librairies, Le Furet par exemple, qui nous accueille ici sur le Festival de Bondu, la FNAC et toutes les bonnes librairies qui font de l'édition régionale. Alors, Bilout vit encore longtemps? Je ne sais pas, on n'est pas à l'abri d'un accident de voiture ou de choses comme ça, mais on verra bien. Tant que Dieu lui prêtera vie, ce sera bien. Donc merci beaucoup et puis eh bien, le plaisir de vous retrouver, pourquoi pas pour une autre édition. Mais cette édition est maintenant visible donc, dans les meilleures librairies et c'est Le Secret du Hérisson. Stéphanie Fugain, quel grand plaisir de vous rencontrer à Bondu dans le contexte de ce salon du livre. Votre présence aujourd'hui, dans quel but? C'était pour vous rencontrer. Sympa. Non, c'était pour venir à la rencontre des gens du cru, du Nord, que j'affectionne particulièrement. Et pour essayer de présenter mon livre, encore une fois, de façon un peu différente de ce que les gens attendent. Ils ont l'impression que ce livre raconte que de la tristesse. Et au contraire, il parle de vie essentiellement, il parle d'espoir. Il relate, c'est une fiction au départ, l'idée m'est venue de, voilà, Laurette n'a pas eu le temps de faire tout ce qu'elle avait envie de faire, je vais lui faire les voyages qu'elle aurait aimé. Et je suis partie sur une fiction, sur une découverte, sur des rencontres, sur de l'amour, sur des notions de vie, cette vie qu'ils recherchent au quotidien quand ils sont à l'hôpital dans le combat. Donc, Stéphanie, vous avez toujours cette fameuse fondation. Oui, bien sûr, l'association Laurette Fugain existe depuis 10 ans et elle existera jusqu'à ce qu'on ait trouvé des solutions pour que tout un chacun comprenne l'importance de tous les dons. Ces dons qui sont vitaux pour les malades, qui sont indispensables, puisque sans ces dons, ils ne peuvent pas prétendre à la continuation de leur combat. Donc, Stéphanie, tu n'avais rien peur de rien, c'est ça? Tu n'avais peur de rien. Un livre qu'on découvrira dans toutes les bonnes librairies? Absolument, ou sur le site, sur tous les sites de vente de livres. Il y est encore et aujourd'hui j'y suis pour le promouvoir. Et Stéphanie, si on devait vous contacter? Alors c'est facile, www.laurettefugain.org. Merci beaucoup Stéphanie, à très bientôt. Merci. La cuisine permet beaucoup de choses. Et en même temps, concrètement, vous le racontez dans le livre, hein, c'est quelque chose qui est relativement sur le qui-vive, hein, c'est-à-dire vers 11h ou 11h30, vous apprenez combien il va y avoir de personnes qui vont manger, s'il y a quelqu'un qui va manger. C'est-à-dire que tous les jours, au dernier moment, oserais-je dire, enfin pas loin du dernier moment, vous l'apprenez, quoi. Voilà, ça se passait comme ça avec ce président-là. Et il ne m'appartenait pas en plus d'avoir un avis là-dessus. Ce qui m'appartenait, ça m'appartient à moi, c'était de correspondre à la situation. Il y a un repas particulier qui justement ne se déroule pas à l'Élysée, que vous nous racontez aussi dans le livre, qui parle de ce dîner rue de Bièvre, un dîner très particulier puisque M. Gorbatchev est l'invité, et où là, vous devez aussi essayer de faire cuire un soufflé en 2 fois. On ne savait pas que c'était une chose possible. Moi, je ne connais rien à la cuisine, mais il paraît que ce n'est pas quelque chose qui se pratique généralement. Parce qu'évidemment, il faut aussi respecter les temps de la diplomatie, les temps des discussions, et c'est pas simple de faire de la cuisine dans ces temps-là. Non, mais là, c'était beaucoup plus, enfin, c'est une de mes erreurs. Je me suis vraiment... c'est quelque chose que je me suis renseignée pour savoir si les Gorbatchev, les goûts du président et de Madame Mitterrand, je les connaissais à peu près. Et si M. Gorbatchev et son épouse n'avaient pas des contre-indications, des choses, et on m'a dit Madame Gorbatchev déteste le poisson. Bon, alors, pas de poisson, très bien. Une de mes petites vengeances, c'est que je me suis aperçue qu'ils étaient quand même en voyage officiel depuis un jour ou deux, et le chef de l'Élysée, le grand chef, leur avait fait du poisson à tous les déjeuners. J'étais ravie parce que quand même, je suppose simplement qu'il n'avait pas fait son boulot. Alors bon, ça c'est une partie de mes vengeances. Voilà. C'est Bernard Werber qui est
ce salon a Bondu, pas une surprise, mais une grande avocate de Lille qui est présente, donc pour présenter quoi? Pour présenter Ambro-Lilloise, un petit polar qui se passe à Lille et qui est une enquête policière par un commandant de police judiciaire qui s'appelle Boulard et qui va enquêter sur un double meurtre qui a été commis à Lille et qui mêle un secrétaire général de la mairie de Lille. On va pas tout raconter parce qu'il y aurait plus de suspense, mais on peut s'attendre, Blandine, à quelque chose de... Moi je suis cloteur. Choquant un bouquin choquant ou bien alors dans la réalité actuelle? Oh, je sais pas. Choquant, je pense pas. Dans la réalité actuelle, oui, hein, puisque c'est... Mais ça n'est pas tiré d'un fait divers ayant existé. Hein. C'est complètement imaginaire. Donc nous savions les talents de Blandine Lejeune, maintenant on sait qu'on peut se compter sur un auteur-créateur de romans polar. Exactement. Merci beaucoup. Merci à vous. Parce que vous nous parlez évidemment des autres Casatsu. Il y en a un très particulier, votre grand-père, qui fait une bonne partie, qui fait pas mal de pages dans le livre. Ce grand-père qui a quand même vu une vie exceptionnelle, qui a rencontré Tolstoï, qui a joué pour lui. Et évidemment, on découle de votre grand-père jusqu'à votre maman, jusqu'à vos parents, qui eux n'avaient pas du tout envie que vous soyez musicien. Pourquoi ils ne voulaient pas que vous soyez musicien? D'abord, bonjour à tous. Je ne garde mes lunettes noires que parce que j'ai un gros problème à l'œil. Donc, je ne fais pas parce que je me la pète. Bon, vous pourrez croire, ils jouent les stars. Oui, je vais vous montrer ça, vous voyez ça. Alors, c'est un peu contrariant. Mais je suis ravi de vous voir d'abord tous si nombreux. Alors, pourquoi mes parents ne souhaitaient pas que je sois musicien? C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas contre, mais étant eux-mêmes artistes, comédiens, et vous savez que surtout, c'est toujours compliqué, c'est toujours aléatoire ce métier. Donc ils avaient envie que je fasse des grandes études. J'avais à un moment donné pensé, je voulais être grand reporter, donc j'avais pensé faire Sciences Po, et puis la passion de la musique m'a dévoré, et c'est bien qu'ils aient souhaité que je n'en fasse pas, parce que comme ça j'en ai fait, et c'est en général ce qui arrive aux enfants qui ont des parents qui croient pour leur bien les empêcher de faire ce qu'ils veulent. Donc ça a renforcé mon désir. Qu'est-ce que c'est que cette note? Alors le pauvre gosse disait si bémol. Non, là, une tarte, et il leur a donné comme ça l'oreille absolue. Et alors ils ont tous été musiciens, et mon grand-père a monté un orchestre qui s'appelait la Société des Instruments Anciens, qui a parcouru le monde entier, qui a en effet joué pour Tolstoï et un certain nombre de têtes couronnées au début du XXe siècle. Et je courais enfant dans ses jambes, au milieu de son orchestre composé pour majorité de ses frères et de ses sœurs, qui s'appelait la Société des Instruments Anciens, et ça m'a donné très très tôt l'amour de Jean-Sébastien Bach, de Rameau, de Couperin, mais aussi du tango que mon grand-père composait et des valses viennoises. Vers 4 ans, à être dévoré par le désir de la musique, et on m'a mis un violon dans les mains que je me suis empressé de laisser tomber 2 ans plus tard pour cause de crampes dans le bras gauche. Oui, parce qu'en fait, c'est ça. Vous racontez vous décrivez de façon assez précise, vous savez, ce dessin de Sampé, où tous les musiciens se remercient les uns les autres successivement. Ça va du chef jusqu'au timbalier qui est tout en haut. Et ce qui est très amusant, c'est qu'au bout du compte, dans votre vie, ben voilà, vous êtes passé de tout en haut jusqu'à tout en bas. D'abord là pour les enfants, alors je vais commencer une histoire qui les concerne, puisque vers le peuple Apache. Pour ceux qui ne connaissent pas le peuple Apache, un jour ils entendront parler de Geronimo. Et en écoutant, le ciel était tombé. Le ciel était tombé si bas que les hommes devaient se pencher pour marcher. Les femmes aussi. Les chevaux se baissaient pour avancer.
ciel était si bas que les nuages n'osaient pas circuler. Le ciel était si bas que les oiseaux avaient peur de s'envoler. Le ciel était si bas que les arbres regardaient en bas. Le ciel était si bas que toute la tribu regardait ses pieds. Les enfants se sont réunis, comme vous, les enfants apaches. Ils ont dit, nous, on n'est pas d'accord. Pour le moment, on peut se tenir debout, mais on veut grandir encore. Et plus tard, on veut monter sur les poneys, comme le faisaient nos pères, nos grands-pères. Alors on va relever le ciel.